Ah non, mais moi je couche pas avec un séropos, hein, j'ai pas envie de choper le sida, c'est dégueulasse. Non, mais moi de toute façon, je m'en bats les couilles de choper le sida, parce qu'avec la trithérapie, on n'en meurt plus. Et de toute façon, si je me chope le sida, je me suicide, comme ça. Ah non, mais moi de toute façon, frère, je m'en bats les couilles, je suis hétéro. Je peux pas choper le sida. C'est un truc de pédé, ça. Non, mais de toute façon, ce qui est bien quand on a le sida, c'est qu'après, on a plus peur de l'avoir. Yo! Aujourd'hui c'est la journée mondiale de la lutte contre le sida et du coup je me suis dit que ça pouvait être pertinent de vous informer un peu plus sur cette maladie et sur son histoire et comment se protéger, comment vivre avec. Du coup je suis parti à la rencontre de Cédric Daniel qui est le président de l'association AIDS en Ile-de-France si je me trompe pas. C'est une longue interview donc je te propose d'aller te faire couler un thé ou un café ou aller couler un bronze et regarder la vidéo parce qu'elle est assez longue. Je vous la mets là tout de suite maintenant. La vidéo hein, pas dans votre... T'as compris. Donc je suis avec Cédric Daniel, bonjour. Qui es-tu ? Bonjour, je suis militant de l'association AIDS depuis un peu plus de 4 ans maintenant et je suis aussi président du territoire d'action parisien pour l'association. D'accord, alors c'est quoi AIDS ? AIDS en fait c'est aujourd'hui la première association de lutte contre le VIH et le sida en France. Elle existe depuis 1984. Donc depuis plus de 30 ans, on est environ 1500 militants répartis sur l'ensemble du territoire français et également aux Antilles, en Guyane, en Guadeloupe et en Martinique. D'accord. Puis voilà, on fait en fait tout un tas d'actions, d'information, de prévention bien évidemment auprès du public sur qu'est-ce que c'est le VIH, le sida, les hépatites, etc. On développe aussi plein d'actions de dépistage, puisqu'on fait partie des associations qui sont habilitées à faire du dépistage rapide du VIH depuis 2011. On mène aussi des projets de recherche. Le dernier en date, c'était un essai qui s'appelle Hypergay, auquel on a participé de 2012 à 2016 et qui a permis l'arrivée en France de la PrEP. Oui. On en parlera peut-être plus tard. Et voilà un peu, grosso modo, l'ensemble des actions qu'on mène à l'association. Et du coup, c'est quoi le sida en fait ? Parce que je sais qu'il y a plein de jeunes qui savent pas tellement ce que c'est en fait. Ils se disent ouais le sida c'est une maladie gay mais sans vraiment savoir ce que c'est. Donc du coup est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi le sida, cette maladie et le HIV évidemment ? Évidemment, en fait justement quand on parle de sida il faut d'abord parler de VIH. Le VIH c'est un virus donc et en fait c'est lui qui est responsable du sida. Mais en fait le sida c'est vraiment un stade avancé de la maladie, notamment quand le VIH n'est pas traité correctement. D'accord. Et c'est à ce moment-là que les personnes vont attraper ce qu'on appelle des maladies opportunistes, notamment des maladies respiratoires ou autres, qui vont faire que ça peut mener malheureusement jusqu'au décès. Mais aujourd'hui, on parle principalement du VIH, donc qui est le virus par lequel on est infecté. Tout d'abord, quand on n'a pas accès au traitement, c'est là que ça peut évoluer et se transformer en stade sida. Parce que c'est devenu assez rare maintenant qu'on ait des cas de sida en France. Pas tant que ça. Alors, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais aujourd'hui, on dépiste encore des personnes à un stade très avancé de la maladie et du coup à un stade sida. C'est-à-dire que la majorité, l'écrasante majorité des personnes qu'on dépiste, on leur dit vous êtes séropositif au VIH, donc elles ont le virus dans leur organisme. Mais il y en a qui ont tellement attendu avant de se faire dépister que le virus s'est répandu dans l'organisme et du coup elles sont dépistées à un stade déjà sida, donc à un stade assez avancé. Ah oui, mais ça reste effectivement très rare, de plus en plus rare heureusement. Il faut quand même des années pour passer du stade HIV positif à sida. Du coup. Ça dépend. En moyenne, je crois que ça tourne aux alentours de peut-être 5, 6 ou 7 ans. Généralement, les gens font quand même un test par an en général. Eh bien, justement, on reparlera du dépistage, mais malheureusement, non. C'est là, en fait, qui est vraiment le cœur du problème, c'est le dépistage. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se sont jamais fait dépister du VIH, même passé 30, 35, 40, 45 ans, avec une vie sexuelle active. Et puis après, il y a d'autres personnes qui le font une fois de temps en temps, mais pas assez souvent. C'est-à-dire quand on le fait, oui, j'ai fait un dépistage il y a 2 ans, c'est très bien de l'avoir fait, mais ça suffit pas. C'est-à-dire qu'entre-temps, tu as eu potentiellement beaucoup de partenaires, en tout cas quelques-uns, donc c'est important de se faire dépister plus régulièrement en fait. Parce que de base, ce serait bien de faire un test tous les combien de fois environ? Alors après, ça dépend vraiment de ton activité sexuelle tout simplement, c'est-à-dire si tu es dans un couple établi, fidèle, fermé, etc. Bon, ça peut être un bilan complet tous les ans, tous les 2 ans pour voir un peu ce qui se passe. Après, quand on a une vie sexuelle plus épanouie, avec plus de nombreux partenaires, là en général, on recommande plutôt de faire un test tous les 3 mois. D'accord. Sachant que si on a vraiment une vie sexuelle super développée, nous on a pour habitude de dire fais un test tous les 10 partenaires. Globalement, pour certaines personnes, ça peut être en un week-end, pour d'autres, ça peut être en 6 mois. Mais voilà, ça donne un peu une base pour savoir un peu à quelle fréquence faire ce dépistage. D'accord. Donc vous avez retenu les gars,
Et du coup, quels sont les moyens de prévention pour éviter de devenir séropositif? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir pas mal de moyens de prévention à notre disposition en France. Le plus ancien, le plus connu, peut-être même le plus simple, c'est le préservatif, bien évidemment. En fait, le préservatif externe, mais aussi le préservatif interne, qu'on appelait avant le préservatif féminin, sauf que ça peut être aussi utilisé, notamment dans le cadre de relations sexuelles entre hommes. Je trouve qu'en plus c'est une bonne alternative pour ceux qui n'aiment pas la capote, les capotes pour femmes, enfin à l'intérieur, parce que du coup ça serre moins. Il y en a, je sais, qui ont beaucoup de mal à utiliser la capote parce qu'ils disent ouais, ça me gêne, ça me serre, ça me fait débander. C'est vrai que quand tu utilises la capote pour femmes, du coup, bah ça serre pas du tout et c'est une bonne alternative, je trouve. Exactement, et en plus il n'y a pas de latex dedans, donc pour les personnes, hommes ou femmes, qui peuvent être allergiques au latex, ça existe. Cette alternative-là, effectivement, est super intéressante. Ensuite, on a, et ça c'est tout nouveau, c'est la PrEP, donc, qui est disponible en France depuis le 1er janvier 2016 et qui est remboursée par la Sécurité sociale. Ça consiste à prendre un traitement qu'on donne habituellement aux personnes séropositives. Là, on le prend quand on est séronégatif. Et en fait, on le prend ce qu'on appelle en préventif. Pour parler de la PrEP, j'ai fait un magnéto avec un de mes amis preppers, donc je vous envoie ça tout de suite. Pour continuer la vidéo, je suis accompagné de Mister Laser France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu pour la vidéo. Avec grand plaisir. Donc je l'ai fait venir sur la chaîne parce qu'il prend un moyen de prévention différent de la capote. Tu prends la PrEP comme moi, Oui. mais on la prend pas de la même manière. Moi je la prends en discontinu et toi tu la prends en continu. Donc comment t'as entendu parler de la PrEP à la base? Alors moi j'en avais entendu parler sur le net, par le milieu associatif, et j'ai franchi le pas en allant au Checkpoint, qui est dans le Marais. Et du coup est-ce que t'as fait partie du programme Hyper Gay? Non. Moi j'ai rejoint la PrEP après le programme Hyper Gay. En fait ce qu'il faut savoir c'est que le programme Hyper Gay c'était les premiers testeurs de la PrEP quand ça a été lancé en France. Pourquoi t'as eu envie de prendre la PrEP? Alors moi j'avais envie de prendre la PrEP, alors tu l'as dit, par moyen de contraception, de prévention, parce que c'est un outil vraiment de grand progrès en matière de protection. C'est la possibilité d'avoir des rapports sexuels sans être contraint à utiliser le préservatif. Faut-il le rappeler, constitue un petit peu une espèce de barrière sur la peau, donc on n'a pas les pleines sensations. Et puis évidemment beaucoup de personnes préfèrent faire le sans capote, mais bon il y a d'autres problèmes après du fait de baiser sans capote. Et voilà. Il faut quand même pas l'oublier. Hein. Voilà. Ça protège du HIV mais pas de tout. Voilà, donc c'est quand même la PrEP constitue quand même une très belle évolution, un beau progrès. Il faut quand même être très vigilant sur le schéma de prise, les heures à laquelle on a pris la PrEP, donc il faut être très attentif. Ouais, on va en parler ça, vous inquiétez pas. Donc il parlait du fait de baiser sans capote avec la PrEP, mais ce qu'il faut pas oublier, comme je viens de le dire, c'est que ça n'empêche pas de choper des IST. À la base, la PrEP était sortie pour être un complément du préservatif, c'est-à-dire de prendre le préservatif et la PrEP pour être sûr à 100% de ne pas devenir séropositif. C'est le principe de base et le principe même de la PrEP, c'est ne pas pouvoir choper le virus du HIV. Pas éligible comme ça du jour au lendemain à la PrEP. On a un entretien avec un médecin référent qui vous suit. Soit c'est un médecin généraliste, un médecin hospitalier. Là, en l'occurrence, c'était au Checkpoint. Donc, t'as tout au Checkpoint, toi, du coup. Tout au Checkpoint. Il y a un médecin qui vous fait passer une analyse complète, analyse de sang, donc parce qu'il y a une série de points à vérifier. Ouais, il y a tout un processus. Un processus, notamment la fonction rénale, parce que il faut vérifier que la PrEP ne constitue pas une surcharge pour les reins, donc il faut que ça fonctionne bien. Les reins, donc toutes les personnes qui ont des problèmes de reins ne peuvent pas le prendre. Bien évidemment, il faut vérifier son statut sérologique avant, puisqu'elle est destinée uniquement aux séronégatifs et non pas du tout aux séropositifs, qui eux ont une trithérapie, donc c'est pas du tout la même charge. Ça l'est, mais pas complètement. Il y a une partie de la PrEP qui est à peu près le même cachet que la trithérapie, mais ceux qui prennent la trithérapie ont un autre médicament en plus. Voilà. Ça permet aussi, c'est une bonne occasion pour faire le point sur les éventuels IST, autres IST, les maladies sexuellement transmissibles qu'on aurait aussi chopées à ce moment-là, avant d'entamer la PrEP. Puis en plus, ce qui est une alternative qui est géniale, c'est que du fait que tu prends la PrEP, tu es obligé de te faire des tests à peu près tous les 3 mois. Pour être renouvelé ton ordonnance, tu dois refaire des tests sanguins pour voir si tu n'es pas devenu séropo, si tes reins ça va et si tu n'as pas eu des IST. Et en fait, le fait de te faire tester régulièrement, bah du coup, ça te permet que même si tu te chopes
chopes une IST en ayant eu des relations sexuelles sans capote, elles soient prises à temps avant que ce soit grave. Moi personnellement ça s'est pas passé pareil que pour toi. Moi je suis allé à l'hôpital Saint-Antoine qui est vers Bastille, où ils ont un centre qui est fait exprès pour les gens qui veulent prendre la PrEP. Et après je suis passé par AIDS. Du coup ils te posent des questions sur ta sexualité, comment tu baises et tout, parce qu'il faut savoir qu'ils donnent pas ça à tout le monde. Si t'as une sexualité qu'ils estiment où t'as pas besoin d'avoir la PrEP, ils te la donneront pas. Mais s'ils voient que par exemple t'es quelqu'un qui a l'habitude d'avoir des relations sexuelles non protégées, que tu prends un peu des risques, que tu vas dans les cruising, dans les partous, dans les saunas, bah du coup là t'es un cas justement qui peut avoir la PrEP, qui peut avoir recours à la PrEP, donc du coup ils te la donnent. Mais il y a tout un questionnaire avant, c'est pas parce que tu leur dis bonjour je veux la PrEP qu'ils vont te la donner avant, tu vas avoir une série de questions avant de pouvoir l'obtenir. Et c'est ça qui est intéressant justement, c'est que c'est pas pour tout le monde. Ouais. La majorité des gens prennent la PrEP, du coup il y aura beaucoup moins de séropos par la suite, et dans la génération future je pense qu'il y aura plus de sida. Et puis il y a un autre aspect qui est aussi intéressant en termes de coût du traitement, c'est que maintenant il y a un médicament générique qui circule, qui est tout à fait la même molécule que le Truvada, mais beaucoup moins cher, moitié prix. Donc c'est un bon argument pour vraiment développer cette PrEP le plus possible. Je te laisse commencer. Alors, lorsque tu as choisi d'être sur un schéma en continu, tu prends 2 comprimés dès le départ pour assurer une protection, avoir une dose de protection assez élevée au départ. Donc il faut que tu prennes les 2 comprimés 2 heures avant le premier rapport sexuel. Une fois que tu as pris ces 2 premiers comprimés, tu surveilles bien le moment, l'heure à laquelle tu as pris les 2 premiers comprimés, et il faut à chaque fois, tous les 24 heures qui suivent, donc pour faire simple, le jour suivant, exactement à la même heure, tu prends toujours un comprimé. C'est toujours, si tu es dans un schéma continu, c'est toujours un comprimé tant que tu souhaites rester sur ce schéma continu. Après, tu vas nous expliquer quel est le schéma à la demande. Mais en gros, genre, admettons, tu te mets un réveil à 19h et tu te dis 19h PrEP, hop, en même temps que tu manges et hop, c'est réglé. Donc moi, je la prends en discontinu, c'est-à-dire que je la prends quand je sais que je vais avoir une relation sexuelle. Bon, c'est rare que je sache à l'avance quand je vais avoir un plan, mais bon. Je me suis dit que faire un schéma, ce serait peut-être plus facile à comprendre. Donc en discontinu, admettons, lundi soir, t'as un plan. Donc ça veut dire que 2 heures avant, tu vas prendre 2 pilules. C'est pour, en gros, démarrer le traitement. Ensuite, le mardi, tu vas reprendre une pilule. Et le mercredi, pareil, tu vas reprendre une pilule. Et de là, tous les risques que tu as pris feront que tu ne deviendras pas séropo parce que les 4 pilules auront fait que ça t'aura protégé. Mais admettons, c'est là que ça se complique. Le lundi soir, tu sais que tu as un plan. Donc tu vas prendre tes 2 pilules. Mais le mardi, tu as un autre plan. Donc ça veut dire que au lieu de t'arrêter le mercredi, tu vas t'arrêter le jeudi. Tu vas reprendre une pilule. En fait, pour que ce soit facile à comprendre, un plan, c'est 2 pilules avant et 2 pilules après. En fait, il faut toujours qu'après un plan cul, tu prennes 2 prises de PrEP. Voilà, tout simplement. Et si jamais vous comprenez pas vraiment le délire, il y a une application qui est sortie que je vous mets en description. Il fallait que j'en parle parce que ça fait longtemps qu'il me demande d'en parler. Qui vous aide en fait à comprendre vos schémas de prise de PrEP en fait. Si tu es en discontinu, du coup, sur l'application, tu vas dire ce soir j'ai eu un plan, et du coup l'application va te rappeler tous les jours que le lendemain tu dois prendre une pilule et sur le lendemain tu dois prendre une pilule. Et en fait c'est hyper pratique parce que t'es sûr de pas oublier ta PrEP, l'application va le faire pour toi. Donc n'hésitez pas à la télécharger, c'est en description. Si vous avez les moindres questions à propos de la PrEP, parce que je vais avoir du mal à répondre à tout le monde parce que vous êtes quand même beaucoup et j'ai du mal à répondre à tout le monde. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle PrEP Dial. Et en fait, c'est une énorme communauté autour de la PrEP qui te répondent. T'as des pharmaciens, t'as des docteurs, t'as des preppers qui te répondent. Et du coup, tu peux poser toutes les questions que tu veux et beaucoup de personnes vont venir t'y répondre. Je sais pas si tu connais ce groupe. Si. Voilà. Il est juste génial. Donc, téléchargez l'appli et rejoignez le groupe si vous avez des questions. Si jamais vous êtes intéressé par la PrEP, n'hésitez pas à vous renseigner dans les hôpitaux par votre médecin et vous enverront vers les personnes compétentes pour vous aider à le prendre. Merci beaucoup d'être venu. Voilà. Je sais pas si t'avais quelque chose à ajouter. Non, deviens prepper toi aussi si ça t'intéresse. Le mec, il fait de la com et tout. Prenez la PrEP, les gars. Ouais. Et ensuite, donc après la PrEP, il y a Le dépistage aussi, bien évidemment, c'est un moyen de prévention parce que ça permet de savoir où on en est avec sa sérologie. C'est pour ça donc que je disais tout à l'heure, c'est important de le faire le plus régulièrement possible. Surtout qu'aujourd'hui,
Dans les centres de dépistage, c'est complètement gratuit. Dans les associations comme Aide, c'est complètement gratuit aussi. Et du coup, vous le faites dans votre association. Oui. Comment ça se passe? Alors nous, en fait, on le fait depuis 2011 et le principe, il est très simple. Ça se fait soit ici, dans un local de Aide comme on est aujourd'hui, soit alors chez des partenaires parce qu'on va aussi de temps en temps en boîte, dans des bars, dans des saunas, etc. Ou alors même dans la rue où on se déplace avec un camion dans lequel on installe une cabine de dépistage. Et ça se fait en fait autour d'un entretien où on va parler en face à face avec la personne, homme, femme, jeune, vieux, hétéro, homo, peu importe. On va parler de ses pratiques, en règle générale, de sa façon à elle de gérer la prévention. Et puis donc on va lui proposer de réaliser un test rapide. Et en fait ça consiste à piquer le bout du doigt, c'est complètement indolore, on récupère quelques gouttes de sang et on a le résultat en quelques minutes, en 5 à 15 ou 20 minutes selon la nature du test qu'on réalise. D'accord. Et si admettons, le test s'avère positif, pour la personne, qu'est-ce qui se passe après du coup? Est-ce qu'il y a un suivi? Qu'est-ce qui leur arrive après justement à ces personnes qui viennent d'apprendre qu'ils sont séropositifs? Alors justement, nous comme on est une association, on n'est pas des professionnels de santé. De toute façon, quand on donne un résultat positif, on ne dit pas à la personne « je suis sûr que tu es séropositif ». On lui dit « il y a de fortes chances que tu sois séropositif ou séropositive ». Et à ce moment-là, on lui propose d'aller vers un test de confirmation qui doit être fait systématiquement et avec un test différent. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, soit la personne elle va aller voir son médecin traitant qui va lui faire une ordonnance pour aller en laboratoire d'analyse, ou alors elle peut aller dans un centre gratuit de dépistage. Le plus souvent, ça se fait à l'hôpital. Et nous-mêmes, on a des relations privilégiées avec certains centres de dépistage parisiens. Donc on peut même, les militants de Aide, être amenés à accompagner ces personnes-là vers le test de confirmation. Et c'est seulement une fois que le deuxième test est réalisé que le médecin posera le diagnostic de séropositivité de façon sûre à 100%. Donc on a la capote, la PrEP, les dépistages, ensuite on a le TPE bien évidemment, donc ça veut dire traitement post-exposition. Ça en fait ça peut s'utiliser après une prise de risque. Imaginons là ce soir j'ai un rapport sexuel, le préservatif craque, ou alors tout simplement je vais oublier d'utiliser un préservatif et je connais pas bien la personne avec qui j'ai une relation sexuelle. Le principe en fait c'est d'aller le plus vite possible dans un service d'urgence, donc à l'hôpital, d'en parler à un médecin qui va te poser un certain nombre de questions pour évaluer justement le niveau de risque, voir si jamais tu as pu être en contact avec le VIH ou pas, et s'il estime qu'il y a un risque élevé, à ce moment-là effectivement il va te proposer le TPE, qu'on appelle aussi traitement d'urgence, et ça consiste à te donner donc une trithérapie pendant un délai de 1 mois, et si tu suis bien ce protocole et surtout si tu réagis au maximum 48 heures après la prise de risque, ça c'est le délai qui est super important, au-delà de 48 heures ça sert plus à rien. Donc si tu réagis dans les 48 heures et que tu suis ton traitement pendant 1 mois, tu as plus de 97-98% de chances de faire complètement disparaître le virus de ton organisme si jamais tu as été exposé. Du coup c'est bon à savoir parce que je suis pas sûr que tout le monde le sache que ça existe. Exactement. Donc c'est vraiment important effectivement d'avoir ça en tête et de savoir qu'on peut réagir aussi dans l'urgence, mais vraiment en gardant bien en tête ce délai de 48 heures maximum après le rapport sexuel à risque. Et pour finir, ce qu'on appelle le traitement comme prévention, comme moyen de prévention. Aujourd'hui, très peu de personnes savent qu'une personne séropositive au VIH, à partir du moment où elle laisse sous traitement, donc elle prend bien son traitement, elle a donc une charge virale indétectable. En fait, cette personne-là, aujourd'hui, il n'y a plus aucun risque qu'elle transmette le virus à ses partenaires. Ah, clairement. Mais vraiment plus aucun. Parce qu'il n'y a plus de charge virale, donc indétectable. C'est ça. Il n'y a plus de moyen de transmission. Enfin, mon ex est séropo, du coup, on a eu des relations sans capote et je suis toujours séronégatif. Enfin, tu risques quasiment rien à coucher avec un séropo, donc arrêtez de tous de dire moi je couche pas avec un séropo, je vais pas avoir le sida, parce que tu as moins de chances de devenir séropo en couchant avec un séropo qu'en couchant avec un séronégatif qui se teste une fois par an ou tous les 2 ans. Et qui sait pas trop. C'est exactement le message qu'on essaie de faire passer. Et enfin pareil, moi je vis depuis 4 ans avec un homme séropositif et il se trouve que je suis toujours séronégatif aujourd'hui, donc voilà, c'est la preuve vivante que c'est vraiment un moyen de prévention à part entière. Et comme tu le dis très justement, mieux vaut coucher avec une personne séropositive qui prend un traitement, qui fait attention à sa santé et qui a une charge virale indétectable, plutôt qu'une personne séronégative dont le dernier test remonte à 6 mois, 1 an, 2 ans, et entre-temps il s'est passé un certain nombre de choses qui font qu'en fait elle ne connaît pas vraiment son statut sérologique. Parce qu'on en voit beaucoup sur Scruff, c'est qu'ils disent oui, viens on fait une touze, machin, barbac et tout. Tu fais ouais, et t'es quoi? Bah je suis séronègue, d'accord. Tu dis c'est pas possible, tu vois, que le mec soit séronégatif alors qu'il fait des touzes tous les week-ends en barbecue et tout. Et ça c'est justement le type de personnage qui est un peu dangereux justement si tu couches avec lui sans capote et tout, parce que c'est peut-être quelqu'un qui est déjà infecté, tu vois.
En tout cas, effectivement, c'est quelqu'un qui potentiellement est moins informé sur son statut sérologique qu'une personne séropositive, encore une fois, qui, elle, le sait, prend un traitement à sa charge virale indétectable. Et puis, au-delà de ce genre de personnes dont tu parles, il y a aussi les personnes à l'inverse qui refusent de coucher avec des séropos et qui l'annoncent comme telles sur les réseaux de drague, Grindr, Scruff et compagnie. Genre, pas de séropos, mec clean seulement. Alors, clean, horrible cette phrase. Enfin, voilà, c'est la pire phrase qui puisse être. C'est de la sérophobie pure et dure. Voilà. De toute façon, on considère qu'une personne séropositive, elle est sale en fait, puisqu'elle n'est pas clean, et clean en anglais ça veut dire propre. Mais même je trouve ça vraiment pas cool d'être comme ça, de chez quelqu'un qui a eu moins de chance que toi. C'est pas tellement de sa faute aussi, tu vois, il suffit d'une fois et je trouve ça vraiment con de la sérophobie envers des gens qui ont eu moins de chance que toi en fait. Exactement. Je trouve ça vraiment pas cool. Et puis surtout, encore une fois, mieux vaut s'informer sur un sujet comme celui-là plutôt que de balancer comme ça des idées la plupart du temps complètement fausses et qui en plus peuvent s'avérer particulièrement insultantes et blessantes pour les personnes concernées. Ouais. Vraiment beaucoup. Ouais. Et du coup on a oublié de parler d'un truc, c'est l'accompagnement pour les séropositifs, c'est ça? C'est ça, puisque donc chez Aide, bien évidemment, on s'occupe entre guillemets des personnes séronégatives, donc en diffusant de l'information, en faisant des tests, des dépistages, etc. Mais Aide à la base, et ça reste encore aujourd'hui, une association de soutien aux personnes séropositives. Le soutien, il peut prendre des tas de formes différentes. On organise beaucoup ce qu'on appelle des groupes d'échange, des groupes de parole ou des groupes d'autosupport, où des personnes séropositives, alors soit hommes et femmes confondus, soit homo séropositifs, etc., vont se retrouver dans des soirées ou des week-ends et échanger sur des sujets très divers. Ça peut être sur la santé en général, sur les traitements, sur les relations avec le corps médical, les professionnels de santé, ou sur les difficultés éventuelles à vivre sa séropositivité, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, malheureusement encore, les personnes séropositives peuvent être discriminées. On a parlé tout à l'heure des réseaux de drague, mais il n'y a pas que ça. Dans l'emploi, par exemple, il y a des personnes encore aujourd'hui qui perdent leur boulot quand elles annoncent leur séropositivité à leur travail. Il y en a qui peuvent devenir complètement isolés, d'avoir autour d'eux plus de famille, plus d'amis, etc. qui les rejettent. Donc du coup, on continue bien évidemment à travailler aussi avec les personnes séropositives et à les accompagner du mieux qu'on peut, et puis aussi à les mobiliser en fait, puisque bien évidemment dans les actions que Aide fait, on fait aussi ce qu'on appelle de la mobilisation, puisqu'on a tous les jours besoin de nouveaux militants. Donc qui peuvent se consacrer une fois par semaine, 2 heures par semaine, une fois par mois, peu importe. Soit ils viennent nous aider à faire des actions dans un local comme celui-ci, soit à faire des actions de rue dont je te parlais tout à l'heure. Donc voilà, les possibilités d'engagement sont super variées, super intéressantes aussi. Moi, quand j'ai franchi le pas de Aide il y a 4 ans, voilà, j'ai découvert une espèce de, comme ça, un endroit d'échange, de militantisme, globalement sur un sujet bien évidemment qui me tient à cœur, qui m'intéresse, et puis du coup sur lequel je continue à m'investir au quotidien. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Merci de passer sur ma chaîne, ça fait vachement plaisir. Merci beaucoup pour toutes ces informations, et j'espère que ça vous aura aidé les gars. Voilà. J'imagine que beaucoup d'informations sont aussi sur le site, que je vais mettre en description. Oui, et voilà. www.aide.org. Ça marche. Merci beaucoup. Merci.